Chers amis, bonsoir. Merci à tous d'être venus si nombreux à cette soirée organisée par les Éveilleurs d'Espérance et par l'Incorrect. Privés d'une commémoration par notre président, nous avons quand même souhaité fêter ce cinquantenaire de mai 68, mais à notre façon. Cette soirée va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, un documentaire inédit produit par le magazine L'Incorrect, réalisé et écrit par Arnaud Stéphan et Laszlo Kovacs. Suivront 2 tables rondes et enfin le cocktail et la soirée. Il est maintenant l'heure de commencer et pour ouvrir officiellement cette soirée, je vous demande d'accueillir comme il se doit le directeur de la publication de l'Incorrect, Laurent Mescart. Chers amis, 50 ans après mai 68, il était temps pour les générations suivantes de faire valoir leur droit au devoir d'inventaire. Faut-il débrancher mai 68 ? Tel est l'enjeu de notre débat ce soir. Mais d'abord, pourquoi vouloir débrancher mai 68 ? Car après tout, pour beaucoup de personnes, y compris parmi un certain nombre des intervenants que vous entendrez ce soir, mai 68 représente encore une boussole, un marqueur culturel fondamental. Et l'intérêt d'un débat, c'est de faire appel à des personnalités qui ne partagent pas impérativement les mêmes points de vue. Je les remercie donc pour leur présence parmi nous ce soir. Mais pour beaucoup d'entre nous, au contraire, l'esprit de mai 68 a investi, et souvent pour le pire, les mœurs, les médias, la culture, l'éducation. Alors à vrai dire, avant de savoir s'il convenait de débrancher mai 68, nous nous sommes demandé s'il y avait quelque chose à débrancher. En effet, on peut se demander si mai 68 a un contenu suffisamment substantiel pour être débranché. Il est facile, en tout cas possible, de pouvoir débattre avec une pensée construite. Il est en revanche plus difficile de débattre avec un mouvement épars et qui a toujours peiné, mais c'est peut-être son identité originelle, à définir et transmettre une pensée intellectuelle construite. Un courant qui se résume plus par des slogans que par des ouvrages ou des discours, et qui proclamait par exemple que l'aboutissement de toute pensée, c'est le pavé. Alors que répondre à cela, si ce n'est comme Cyrano, c'est un peu court, jeune homme. Ce qui est surprenant avec mai 68, qui fut néanmoins, et en tout cas pour un certain temps, un échec politique, c'est son étonnante longévité sur le plan culturel. Mais alors, c'est le signe que, pour nous, l'espérance est permise. Et pourquoi ? Parce que ce formidable souffle d'espérance, qui s'est levé en 2012 avec la Manif pour tous, a lui aussi toutes ses chances de pouvoir s'incarner un jour sur les plans culturels et politiques. La vocation du mensuel L'Incorrect est précisément d'y contribuer. Nous souhaitons en effet réfléchir au socle doctrinal, intellectuel et culturel de la droite, laisser la parole à toutes les sensibilités, sans exclusive aucune, donner une place majeure à la culture, combattre la pensée unique et offrir un espace de dialogue entre toutes les histoires intellectuelles de la droite. Alors, il faut croire que ce projet répond à une certaine attente, puisque 9 mois après son existence, eh bien, nous rencontrons un large assentiment de nos lecteurs, et ce nombre, d'ailleurs, le nombre de nos lecteurs augmente régulièrement.
Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il est possible de se procurer un certain nombre d'exemplaires et, si le cœur vous en dit, de vous abonner. Mais je ne suis pas plus long. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Mai 68. Cette date est dans notre mémoire comme 1515 et sa bataille de Marignan. Beaucoup a été dit, écrit sur le sujet, toujours du même côté. Mai 68. Des images, des noms, des récits de ces milliers de témoins badauds fascinés par cette éruption. Il y a pourtant une autre histoire de mai 68, plus complexe et qui s'étend sur une période beaucoup plus longue. On est les derniers à pouvoir parler de ça comme d'une espèce d'actualité, alors qu'on n'est pas encore à en parler comme de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, j'étais en train de basculer d'études de sciences éco et de mathématiques qui m'ont conduit à rentrer à l'Institut d'études politiques en seconde année. À l'époque, je fréquentais le milieu des anciens de l'OS. Et la grande préoccupation était évidemment de régler son compte au général de Gaulle et à son régime. C'était une jeunesse nombreuse qui n'avait pas envie de s'ennuyer, qui avait envie de bouger. Et ça correspondait en plus à l'ère du temps partout. Il y a une des innombrables manifestations qui animaient en 62 la fin de la guerre d'Algérie, où je vois, en sortant de classe, un drapeau français qui brûle, et des jeunes avec le drapeau algérien. J'avoue que je suis un peu surpris, je ne suis pas du tout politisé, et je vais machinalement pour éteindre le drapeau français qui brûle. Je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 8 jours. Là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. J'avais 22 ans en 68 et j'étais vaguement étudiant et puis militant à peu près à temps plein. Au moment où ça démarre, je suis à l'intérieur du groupe central, il n'y avait pas de hiérarchie, on va parler d'un mouvement nationaliste qui s'appelait Occident. De par mes origines familiales, j'avais été initié à la pensée maurassienne. Depuis que le général de Gaulle a réglé l'affaire algérienne, de façon douloureuse d'ailleurs, la France est engagée dans la voie, je dirais, de l'industrialisation. La population dans son ensemble, y compris le monde ouvrier, a accédé à un mode de vie nouveau. Moi, j'arrive fin 66, début 67. Donc je dois dire que la France m'a fait un très très beau cadeau d'arriver, qui était mai 68. S'il y avait 50 000 chômeurs en France, c'était vraiment le bout du bout, alors qu'aujourd'hui on sait qu'il y en a 6,5 millions. Les sociologues américains, les Français disaient ça y est, ère des loisirs. On allait même jusqu'à dire la fin du travail. On n'était pas là, mais on n'était pas loin. Enfin, il y a tout regardé par rapport à avant. C'est fini les rutabagas, c'est fini tout le rationnement, etc. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en même temps, un éditorialiste du journal Le Monde écrivait « La France s'ennuie ». Le 20 mars 1968, 300 militants d'extrême gauche attaquent le siège parisien de l'American Express. 6 sont arrêtés par la police. Dans la faculté de Nanterre, construite à la hâte pour accueillir les enfants du baby-boom et qui vit déjà depuis 1967 dans une atmosphère marquée par l'activisme d'extrême gauche, 150 militants, menés par Daniel Cohn-Bendit, envahissent le bâtiment administratif et demandent la libération des casseurs. Premier coin contre l'ordre dans lequel vit la France bourgeoise et gaulliste. C'est la naissance du mouvement du 22 mars. Cet événement n'a pourtant que peu d'écho, et rien ne laisse penser qu'un mois et demi plus tard, la France allait connaître une période quasi insurrectionnelle. On a entendu parler du 22 mars, d'une certaine façon. On ne savait pas que ça s'appellerait le mouvement du 22 mars, qui allait devenir l'un des poils à gratter de la révolte gauchiste. On en a entendu parler, mais c'était vraiment une anecdote. Ça n'a pas fait du tout la une des journaux. Ce n'est que rétrospectivement, mais assez vite, qu'on a parlé de Cohn-Bendit et du mouvement du 22 mars.
Ce qu'on a raconté, l'aventure de Mars, c'est une histoire de vestiaire. C'est une histoire de jeunes à Nanterre qui veulent aller dans le vestiaire des filles. C'est ça. Il n'y a aucune autre connotation politique, sauf que, à travers cela, c'est déjà une volonté de révolte, une volonté de changement, une volonté d'évolution sociétale. Vous allez voir un document sur un phénomène étrange, le nantérisme. Écoutez, on vous met 1500 filles et 1500 garçons, les uns en face des autres. C'est normal qu'il y ait des problèmes de couple, des problèmes de... Je sais pas. Disons qu'il y a une ambiance assez spéciale à Nanterre. Les communistes ont la parole à la cité et jamais un étudiant de droite ne pourra s'exprimer à l'intérieur de la cité. Vous vous considérez comme étudiant de droite? Oui, je me considère comme un étudiant de droite, oui. Qu'est-ce que ça veut dire être un étudiant de droite? Il y a des bagarres, etc. Donc on sait que Nanterre est un bouillon de culture. Un groupe d'Occident avait été créé à Nanterre. C'était hallucinant que ça ait même pu se faire au niveau de l'embryon, puisque, naturellement, c'était un fief des gauchistes. Nos amis n'arrivaient pas à s'exprimer. Ils étaient quasiment interdits de séjour, que ce soit Patrick Buisson, que ce soit Didier Gallo, que ce soit Bernard Houdin. Les élections universitaires avant mai 68 se traduisaient par la déculottade de l'UNEF, et après mai 68, c'était organisé de telle manière que ceux qui votaient, c'était la gauche et l'extrême gauche. Le dernier candidat de la gauche à Sciences Po, c'est Étienne Moujotte, qui a fait une autre carrière après, mais qui était à l'époque, et qui semblait un crypto-communiste. La véritable étincelle va trouver son origine à 10 000 km de Paris, au Vietnam. Depuis 1965, les troupes américaines interviennent pour soutenir le gouvernement de Saigon, né dans la séparation en 2 États de l'ancienne colonie française après la ratification du traité de Genève de juillet 1954. Dans le monde entier, des organisations étudiantes liées au Parti communiste ou d'inspiration maoïste et trotskiste vont manifester contre l'intervention américaine. Le conflit entre le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam pro-américain va s'étendre sur les campus du monde entier, et particulièrement en Europe de l'Ouest. Les militants communistes et des diverses chapelles de l'extrême gauche s'affrontent dans les campus et dans le quartier latin avec les membres de l'Action française et d'Occident. 2 organisations très marquées par leur anticommunisme et leur activisme. Berkeley, Rome, Berlin, Paris, partout dans le monde qu'on appelle encore libre, le mouvement contre la guerre du Vietnam prolonge le conflit des rizières au campus. La grande question sous-jacente à la guerre du Vietnam était comment on fait pour s'entendre demain avec les Chinois. Il y avait à l'époque un appareil mondial communiste qui faisait tout un tintamarre autour du fait qu'il y avait des malheureux paysans en pyjama, pieds nus, et leurs femmes qui luttaient à main nue contre les B-52 qui les bombardaient depuis le ciel, etc. Au même moment où des gens en France, au début des années 60, se déclaraient maoïstes et déclaraient que la pureté communiste était de ce côté-là, la Chine se livrait au génocide le plus épouvantable du XXe siècle. Alors il y avait 2 sortes de comités Vietnam, parce que c'était simplement un appât pour attirer et faire frémir les étudiants et les étudiantes. Il y avait le comité Vietnam national qui était trotskiste et le comité Vietnam de base qui était maoïste. Ça aurait été peut-être une erreur de flanquer une raclée à Cohn-Bendit à Nanterre. Ça aurait peut-être été une erreur. On ne sait pas, puisqu'on n'a pas essayé. De ce dimanche donc, qui précède quasiment le déclenchement des événements, un incident donc éclate comme souvent à l'époque, sauf que celui-là est particulièrement violent, et Roland Castro, qui était un des leaders gauchistes de l'époque, est blessé. Bon. Alors, Roland Castro blessé, les maoïstes sont en révolution, etc. On va venger Castro, etc. Très bien. Il se trouve que la semaine d'après, au 44 rue de Rennes, qui est sur la place Saint-Germain-des-Prés, et qui maintenant, je crois que c'est Vuitton, ou je ne sais plus qui, ou bref, peu importe. À l'époque, c'était une salle d'exposition qu'on pouvait louer pour y faire des colloques, y faire des expositions. Et donc, on avait prévu, enfin, Roger Hollande, qui lui avait créé un comité de soutien au Sud-Vietnam, et arrive à ce moment-là, tout le gratin du gauchisme, qui vraiment, avec une violence, là, une véritable violence, casse tout. C'est pas possible d'en rester là, et d'autant plus que, parallèlement à cela, à Nanterre, nos amis
n'arrivaient pas à s'exprimer. C'était pas la première fois qu'il y avait des échauffourées depuis la création d'Occident. C'était à peu près notre manière d'agir. Il faut quand même se souvenir que l'un de nos amis, Jean-Noël Prade, avait été lynché à Nanterre, il était étudiant à Nanterre, il avait été lynché à Nanterre une quinzaine de jours avant, il lui avait mis la tête sur un rail, sur le rail du métro de Nanterre. C'était quand même d'une rare violence. Alors on se dit, bon ben voilà, tout le monde faut aller à Nanterre, c'est plus possible, on ne peut pas rester comme ça. Et donc on décide d'aller à Nanterre et de l'annoncer suite à l'agression dont nous avions été victimes au 44 rue de Rennes. À Nanterre, ils transforment ça en Fort Chabrol, c'est complètement délirant. Ils défoncent tout, ils mettent l'énorme banderole connue qui a été publiée après, ils mettent l'énorme banderole sur le campus, rescapé de Dien Bien Phu, vous n'échapperez pas à Nanterre. Enfin bon, le devin Grappin ferme Nanterre, en disant c'est pas possible. Bon. Il ferme Nanterre. Du coup, fermant Nanterre, tous les gauchistes, que tu as plusieurs centaines, ils émigrent, ils vont où ? Ils vont à la Sorbonne. Donc on descend le Luxembourg et à notre grande surprise, pas un flic. Non seulement on descend le Luxembourg et pas un flic, mais on descend le boulevard Saint-Michel, pas un flic, et on arrive devant la porte de la Sorbonne, toujours pas un flic, sauf la porte de la Sorbonne grande ouverte, les gauchistes à l'intérieur, et nous se disant, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pensant donc qu'on était rentré dans la Sorbonne, alors là, il faut voir ce qui s'est passé. La police a surgi de partout, je ne sais pas où ils étaient, on ne les avait pas vus, mais alors des quarts de flics de partout, les flics casqués et tout qui interviennent, persuadés qu'on était à l'intérieur, pour ramasser tout le monde en même temps. Manque de peau, nous on n'est pas rentrés, on s'est dispersés à ce moment-là. Les gauchistes à l'intérieur, il n'y a pas eu de violence, donc ils se disent qu'est-ce qui se passe, et la police les évacue. Les évacuer, c'est le début des incidents. Ils sortent de là, plus personne ne comprend ce qui se passe parce que la police intervient sans aucune raison puisqu'il n'y a pas eu de violence. Le 10 mai 1968, après des journées de heurts, c'est la grande manifestation de Denfert-Rochereau. La journée est tendue et vers 21h, des centaines d'étudiants, encadrés par les mouvements gauchistes, élèvent des barricades rue Gay-Lussac. La réponse des forces de l'ordre tarde à venir. Au milieu de la nuit, elles finissent par donner l'assaut. Les dégâts sont spectaculaires, et la France découvre, hallucinée, les épaves de dizaines de voitures brûlées. Grimaud explique qu'il a sauvé la vie de centaines de jeunes en donnant l'ordre à la police de ne pas charger, en attendant 2h du matin ou 1h du matin que les étudiants soient rentrés chez eux, partant du principe que ne resteraient à cette heure-là que les durs qui n'avaient rien à voir avec le mouvement étudiant et qu'à ce moment-là ils pourraient charger, alors que la police aurait chargé normalement, il n'y aurait jamais eu ni barricade, ni arbre coupé, ni ce que l'on a vu par la suite. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un phénomène sérieux et qui pouvait être organisé. Ça ressemblait à un chahut un peu surdimensionné. Mais alors, le problème, c'est que ce chahut surdimensionné, il allait, se répandre à travers toute la France. Les gens qui avaient des terrains dans le sud de la France, des immeubles dans Paris 16e, qui sont dit, ça y est, les communistes arrivent, ils vont tout nous prendre. Et ils ont vendu pour rien. Il y a des gens qui ont fait une merveilleuse opération et même fortune. Pendant 3 mois, il y a eu la panique. Et quand on offre au mécontentement comme seule solution la descente dans la rue, on peut faire confiance aux mécontents. Ce matin, le drapeau noir et le drapeau rouge flottaient au fronton de l'Odéon Théâtre de France. Hier soir, à 23h45, les spectateurs croisaient les manifestants sur les marches du théâtre. La police n'intervenait pas. Cet après-midi encore, les alentours du théâtre étaient libres d'accès. Les gens qui ont occupé l'Odéon ont évidemment tout volé. Je dis ça avec beaucoup de regrets d'une certaine façon, puisque mon pauvre père avait donné à Jean-Louis Barrault des collections de costumes montés. On en a retrouvé un. En fait, tout avait été volé. Le pouvoir allait vaciller, vraiment. Et pourtant, il n'y a pas de, de menace insurrectionnelle qui vise l'État. Et personne. La France a vécu dans une sorte d'état d'apesanteur. On avait exorcisé la grisaille des jours, métro, boulot, dodo, etc. On vivait dans le rêve.
Et dans un tel climat que beaucoup de ceux qui ont mordu à ce climat-là en sont restés inadaptés pour la vie. Et quand il a fallu retourner aux réalités de la vie, c'était insupportable pour eux. La volonté d'un garçon comme Krivine et ses copains à l'époque, c'était de reproduire 1917, c'était de reproduire ce que Lénine avait fait à Saint-Pétersbourg en 1917. Et puis il y a eu des casses de magasins, des casses, bien sûr. Il y a eu toute une partie de la population qui n'a pas supporté ça. On peut le comprendre, c'est clair. De Gaulle voulait fermer la Sorbonne et Pompidou voulait pas. C'est Pompidou qui a ouvert la Sorbonne et qui a fait qu'il y a eu ces occupations. Voyez. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué quand on dit il y avait que les marxistes, les trotskistes, les maoïstes. Non, non, il y avait aussi les anarchistes qui étaient très importants parce qu'ils ont imprimé, pour moi c'est clair, c'est eux qui ont imprimé le mouvement, je veux dire à le côté ludique. Le Parti communiste, formation prépondérante à gauche depuis la Libération, décide de récupérer le mouvement et de le transformer via la CGT en une revendication sociale. L'appareil du PC déteste les trotskistes et les Mao. La puissance de sa structure va étouffer les chapelles de l'extrême gauche. On a compris que ça a basculé quand il y a eu la grève. Un des grands slogans de mai 68, c'était « Les étudiants doivent de leurs faibles bras laisser le pouvoir aux ouvriers ». C'était culturel, au sens très large du terme, et non pas politique, au sens politicard du terme, et même pas au sens idéologique du terme. On ne peut pas faire la révolution avec des étudiants. On ne peut pas faire une révolution léniniste avec des étudiants. Il faut absolument que ça s'enclenche avec le monde ouvrier. Alors on envoie des délégations, on envoie des jeunes à Renaud-Billancourt, mais ça ne marche pas du tout. Et on veut que le PC se mobilise, etc., mais le PC n'est pas du tout prêt à se mobiliser. Mais qu'est-ce que ça veut dire être solidaire des ouvriers? C'est aux ouvriers d'être solidaires de quelque chose qui existe. Pour l'instant, les ouvriers ne faisaient rien, en tout cas en début mai 68. Ils ont mis un certain temps, la CGT a mis un certain temps, et c'est très bien employé à provoquer une espèce de crise terrible. Le PCF, qui était encore très important, on sait ce combien faisait le PCF à l'époque par rapport à aujourd'hui, et ben il a dit, attendez, non, on n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire révolution, faire quoi après, etc. Eux, ils avaient un plan B. Ils ont dit, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi. Et eux ont repris en main avec la CGT, qui était quand même la courroie de transmission. On va ramener les choses sur un terrain connu, sur le terrain des revendications. Et puis, on satisfera des revendications, et puis après ça, fin du coup, tout le monde rentre au travail, est terminé, on arrête Donc ça, il y avait un côté pour... les communistes de l'époque étaient des vrais communistes. Aujourd'hui, c'est du sous-libé qu'ils font, c'est pas sérieux. Mais à l'époque, il y avait un vrai appareil communiste avec un vrai contrôle sur un syndicat qui, à ce moment-là, devait faire des centaines de milliers d'adhérents. Les communistes n'aiment pas le désordre. Voilà. Une petite avant-garde ne peut pas se substituer aux masses, que ça, c'est de l'anarchisme. Et donc, ils trouvaient effectivement anarchistes, Cohn-Bendit et consorts, assez inquiétants. Et donc, ils avaient une espèce de deal historique avec le général de Gaulle. Ils ont dit, bon, écoutez, on va faire revenir les choses dans le sérieux. On va remettre ça sur les revendications, les 40 heures, le machin, les congés payés, tout ça. Ça, c'est du sérieux, ça, c'est du solide. Et pour ce faire, on met la CGT en avant. Il faut le discours de Georges Marchais qui qualifie Cohn-Bendit d'anarchiste juif allemand, pour qu'on voit que c'est différent. Oui, c'est vrai, pour lui, c'est un anarchiste allemand. Et dans le Parti communiste de l'époque, anarchiste allemand, c'est pas un compliment. Lui, c'est un vrai coco formé dans les écoles du parti, avec la rhétorique, la dialectique, etc. Il connaît les leçons, il n'est pas pour le bordel, lui. Les gauchistes, à ce moment-là, prétendaient, par leur propagande, par leur attitude, donner des leçons à tout le monde, y compris au parti, à tous les partis, à la classe ouvrière. Effectivement, c'est la fin de 68 parce que c'est la fin du happening. Un peu jeune, un peu insolent, c'est autre chose. Dès que Pompidou leur propose de discuter avec Chirac, le jeune Chirac de l'époque, qui prend les contacts avec la CGT, on est dans un processus de négociation. La logique, c'est la négociation, c'est de parvenir aux accords de Grenelle. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République,
C'est la réforme oui, la chienlit non. Le Parti communiste a compris qu'il n'était pas question pour eux de prendre le pouvoir, et De Gaulle se dit, allez, maintenant ça suffit, la chienlit non, c'est les réformes oui, la chienlit non. Il a accordé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Tout est rentré dans l'ordre pour les uns, dans le désordre pour les autres. Ça dépend dans quel cas on était. Ils ont négocié les augmentations de salaire, et puis il y a eu ce qu'il y a eu, on a rouvert les stations d'essence, et tout le monde à la mer. Voilà, les congés payés, enfin, retrouver leur vertu essentielle. Il faut savoir terminer une grève. Eh bien, ils l'ont terminée. Et puis voilà. Certes, dans la situation bouleversée d'aujourd'hui, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Le 29 mai, devant une situation sociale inédite, les négociations de Grenelle s'éternisent. Une grève générale paralyse le pays. Le général de Gaulle disparaît. L'appareil d'État semble incapable de reprendre la main. La France est au bord de la guerre civile. L'homme du 18 juin est en fait à Baden-Baden, parti chercher le soutien de l'armée. Il y a eu plusieurs jours où l'appareil d'État a vacillé, clairement. Sur le moment, on voit un De Gaulle complètement décontenancé lui-même, probablement aussi parce que son gouvernement est décontenancé. Mais ce qu'on a vu, c'est le premier discours de Gaulle, qui était un discours de défaite. Et on n'était pas du tout préparé à ce genre de situation. Et surtout quand c'est son propre peuple, sa propre jeunesse qui sont en train de s'agiter. On se dit, bon, c'est bon enfant. Et puis, à un moment donné, on dit, oh là là, mais ça va pas du tout. Ça a duré une journée où le personnel civil du ministère de l'Intérieur s'est mis en grève. Il y a eu un très bref moment où l'idée de la guerre civile n'était plus absurde. La majorité de 1967 était très courte. L'implantation du parti gaulliste au niveau des départements était très petite. Les notables de la 4e République restaient encore très puissants. Certaines gens ont pensé pendant 48 heures que De Gaulle ne revenait pas. Même Pompidou, il lui a dit « je vous embrasse ». Et puis il dit « mais quoi, De Gaulle, il va revenir, il va pas revenir. Vacances du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ?» De Gaulle est parti, comment voulez-vous qu'on le sache, quoi ? Oui, ça fait partie de la débandade générale. Est-ce que De Gaulle a fait un coup psychologique ? Ou est-ce que vraiment il était à bout de force, en disant je ne peux plus rien? Est-ce qu'il a été à Baden-Baden pour dire à Massu, au général Massu, c'est foutu, et puis Massu l'aurait dit allez, on se réveille, et puis bon, toujours est-il que ça a marché en tout cas. Qu'est-ce qui arrête le mouvement? C'est quand De Gaulle siffle la fin de la récréation parce qu'il est requinqué. Avec Pasqua et tous, et Debré, ils organisent le 30 mai. Et c'est très intéressant dans 3 moments historiques comme 40, 58 et 68, la manière dont De Gaulle a repris le flambeau et a cassé ce qu'il y avait à casser, en tout cas du mouvement, mais qui, encore une fois, a pu le casser facilement, parce qu'encore une fois, ce n'était pas un mouvement politique. Ce n'était pas les groupuscules gauchistes, et ce n'était pas les étudiants qui pouvaient effectivement prendre le pouvoir. Alors, on a retrouvé un peu de tout. Il y avait des jeunes d'Action française, bon, ok. Il y avait des jeunes gaullistes là, qui ressortaient, très bien. Il y avait des anciens paras, il y avait tout un tas de trucs. Et on a commencé tous les jours. On se donnait rendez-vous à 18h, place de l'Étoile. Et on était très, très surpris de voir qu'au départ, on était quelques centaines, on était très vite quelques milliers, et puis quelques dizaines de milliers. Oui, moi, personnellement, je fais le choix d'y aller à titre individuel avec certains de mes amis. Mais il n'y a pas eu... Là, je sais que j'ai des amis très proches qui, eux, n'ont pas voulu y aller. Non. Nous, on n'y était pas. Entre les gaullistes et nous, il y avait du sang. Je ne suis pas allé au 30 mai. L'espèce de lâche soulagement, de ouf, enfin, voilà, les vacances, allez hop, on donne les examens à tout le monde. Vous voulez le bac, vous l'avez, allez où, et puis tout le monde part en vacances et on reprend les choses sérieusement à la rentrée. Ça, c'était les gaullistes. Nous sommes rentrés dans une contestation du régime, mais pas seulement du régime, qui n'était pas seulement en termes politiques, mais était en termes de société et de civilisation.
vers quel monde allions-nous? De révolution politique, on était passé à une révolution culturelle. Les vainqueurs des élections qui vont suivre en juin vont capituler devant les vaincus. On dit toujours que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est pas toujours vrai. Les vaincus, n'ayant que ça à faire, écrivent l'histoire. Mais 68, c'est faites l'amour, pas la guerre. La guerre politique va commencer à ce moment-là. Ce n'est plus, croyez-moi, le gouvernement qui est en cause, ni les institutions, ni même la France. C'est notre civilisation elle-même. Tous les adultes et tous les responsables, tous ceux qui prétendent guider les hommes, se doivent d'y songer. Parents, maîtres, dirigeants professionnels ou syndicaux, écrivains ou journalistes, prêtres ou laïcs. 68 au départ n'est pas très politisé. C'est une sorte de happening. C'est un happening avec bien sûr des militants politiques, mais il n'y a pas ce côté dureté qu'on retrouve après. Oui, après c'est très dur. Quand Serge July lance Libération, etc., c'est un brûlot gauchiste d'une extraordinaire violence et il y a des risques de dérapage. Ce phénomène va s'enrayer dès 72. À la suite d'un drame, c'est le meurtre d'un jeune militant maoïste aux portes de Renaud-Billancourt, Pierre Auvernay, qui est flingué par un garde de chez Renaud, par un vigile de chez Renaud. Alors, ça a créé une émotion considérable et avec des obsèques gigantesques à travers Paris. On enterre Pierre Auvernay, un intellectuel qui s'était fait embaucher sur les chaînes, assassiné par un petit cadre de Renault. On allait vers une révolution violente. Ce qui ne s'était pas passé avant, en 68, on risquait de l'avoir maintenant avec ces gens qui étaient enragés. Je me félicite, par exemple, de la réapparition récente d'un mot qu'on n'employait pas en 68. Ce mot, c'est droite. Or, ce mot droite est réapparu en 1972. Il avait disparu depuis 1902. En 1968, personne n'était de droite. Tout le monde était, en fait, dans un complexe de gauche. Qui n'est pas de droite? Personne. Le pouvoir culturel s'est investi dans les gens qui avaient perdu les élections politiques. Il ne faut quand même pas oublier qu'à partir de 68, il y a une submersion des 68 ans dans l'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes tributaires, donc 50 ans plus tard, de la deuxième ou de la troisième génération d'enseignants formés par les 68 arts. Mais 68 n'avait rien à voir avec la gauche du gouvernement, avec la gauche traditionnelle, et elle a été remise au rencard au magasin des accessoires, et puis elle a refait sa lente reconquête bien après. Toutes les années 60, la Chine avait poussé à la constitution de partis communistes maoïstes dans l'Europe entière, et les Chinois sont des gens dont la culture est mandarinale. Du jour où on leur a donné une responsabilité mondiale, à ce moment-là, ils jouaient dans la cour des grands et ils ont abandonné, laissé tomber tous les groupes maoïstes du monde. Et un certain nombre d'entre eux, voyant qu'ils étaient marginalisés chez eux et voyant que le camp anti-impérialiste n'était plus en mesure de les aider, ils ont dit « Ok, ils sont trop forts, une seule voie nous reste ouverte, c'est la lutte armée ». Les fractions armées rouges en Allemagne, les brigades rouges en Italie, les cellules communistes combattantes en Belgique. Ça a donné les brigades rouges, ça a donné la fraction armée rouge. Le processus qui s'est mis en place en France était un peu de l'ordre du défouloir et ça a évité le basculement des éléments les plus actifs de cette période-là dans la lutte armée. En revanche, ce qui s'est produit, où une partie du mouvement de mai, ou d'équivalent du mouvement de mai en Italie et en Allemagne, a basculé dans la lutte armée quand même. Et en Espagne, et même au Portugal, et puis en Belgique. Et donc ça a été un mouvement de passage à la lutte armée. À un moment donné, en Italie, il y a 1500 militants des Brigades Rouges en prison. C'était une grosse organisation clandestine quand même. Et qu'est-ce qu'ils espéraient? Faire une république stalinienne soviétique dans l'Italie des années 60-70. En tant que spécialiste à Est et Ouest des courants d'extrême gauche, parlait de ça à Charles Pasqua en leur disant « Surtout ne dissolvez pas ces groupes-là, c'est le meilleur barrage qu'on ait
contre le terrorisme d'extrême gauche. Regardez la pauvre Laguillet, regardez les autres, c'est des sortes de bonnes sœurs et de curés laïcs. Marie Chantal qui disait « je me suis inscrit au parti pour emmerder père », c'était un peu ça, quoi. Les Mao, c'était des fils de Bourges, et quand vous voyez des filles de banquiers en train de chanter « écoutez-les nos voix qui montent des usines », rétrospectivement, c'est quand même à mourir de rire. Bah oui, les chants de la gauche prolétarienne, « écoutez-les nos voix qui montent des usines », la nana qui chante ça, c'est une fille de banquier quand même. Le pauvre Sartre qu'on faisait monter sur des tonneaux en Billancourt devant les prolos, mais les prolos, ils voulaient le football, ils voulaient pas Sartre, quoi. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, etc., partent tous aux États-Unis. Ils sont d'ailleurs accueillis comme des princes là-bas dans les universités américaines. Une French Theory ensuite qui va retraverser l'océan. Il ne s'agit plus de mettre Lénine au pouvoir, il s'agit en fait de changer profondément la société. Et pour changer profondément la société, il faut aller au cœur même du dispositif, qu'est la famille. Il faut faire sauter l'Oedipe. Voilà. Et avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. 1981, son 10 mai, François Mitterrand, sa rose à la main. Ce sera le point d'orgue de la revanche de la génération 68. Les militants d'extrême gauche vont rentrer dans le jeu des institutions et rallier Mitterrand. Il ne faut pas oublier que ce qui a joué beaucoup pour l'explosion de la gauche idéologique, c'est la gauche au pouvoir. C'est ce que Gramsci expliquait. Il faut d'abord conquérir, il faut d'abord gagner la bataille culturelle. La bataille politique vient après. Mitterrand a gagné parce qu'ils avaient gagné déjà les esprits, ils avaient gagné la jeunesse, ils avaient gagné tous les gens qui tenaient l'opinion, que ce soit dans la presse, que ce soit dans le monde de l'édition, dans le monde de la musique. Ils avaient gagné. Ils découvrent que les bons restaurants, c'est meilleur que les mauvais, les grands appartements, c'est plus beau que les petits. Et en gros, Jospin en tête, tous se sont laissés gagner par les sirènes du luxe et des belles choses. Mitterrand a su se servir d'eux, mais il a chevauché un tigre curieux quand même. Il leur a donné énormément de concessions culturelles, économiques. N'oublions pas quand même que la gauche caviar, elle est née de ça. Elle est née de quoi? De l'appropriation tout simplement des grandes entreprises qui vont nationaliser. Nous avons aimé Marx, nous avons rêvé de Marx, eh bien nous allons faire du Schumpeter ou nous allons faire du Zuckerberg. Et on va aimer ça. C'est ça. Regardez d'ailleurs dans les grands groupes du CAC 40, regardez qui sont là au poste de commande et regardez leur jeunesse. C'est très amusant. Pour compenser ce ralliement au libéralisme économique, ils vont adopter le gauchisme culturel. Voilà. On avait le drapeau rouge, maintenant on a les loups-boutins. C'est une question d'histoire. Les solidarités me semblent avoir profondément disparu au sein de la jeunesse. Les débats idéologiques au sein de la jeunesse, je ne les vois pas beaucoup. Ils veulent d'abord réussir socialement, gagner de l'argent. Peut-être ont-ils peur du chômage, ce que nous n'avions pas, c'est vrai à l'époque. Mais je préfère avoir été jeune en 68 que d'être jeune aujourd'hui. C'est de voir à quel point des idées, mais alors absurdes, grotesques et folles, peuvent s'emparer de la tête de jeunes gens ou de jeunes filles sans que personne leur dise « mais attendez les enfants ». Une partie de la jeunesse avec l'encouragement de professeurs qui auraient dû être un peu plus sérieux a quand même beaucoup déliré, quoi. C'est ça, pour moi, ce qui encore aujourd'hui m'étonne le plus, quoi. Que reste-t-il de mai 68 ? Toute notre pensée, enfin tous les fondements de notre pensée qui sont en cause. C'est la révélation d'une crise dont nous ne sommes pas sortis et dont nous ne sommes pas prêts de sortir. C'est mai 68 qui a permis à une certaine droite de s'épanouir. La victoire idéologique et culturelle est-elle définitive ?
Notre société, inclusive, globalisée et libérale, est-elle réformable? Peut-on encore sauver l'essentiel? L'espoir que j'ai, c'est qu'on invente. Et j'espère beaucoup que la génération qui vient construira quelque chose qui relèvera ce pays. Est-il possible, 50 ans après, de débrancher 68? Paul Valéry disait « L'histoire est la science des faits qui ne se répètent pas », mais c'est une science car l'histoire recommence toujours. Merci aux auteurs Ernaud Stéphan et Laszlo Kovacs pour ce film. Les intervenants présents dans ce documentaire sont ici ce soir. Merci à eux. Il est l'heure maintenant de passer au débat que vous attendez tous. Et pour lancer les hostilités, je cède mon micro à Nicolas Sevilla, l'un des fondateurs des Éveilleurs d'Espérance. Voilà, je me mets plutôt devant mes logos. Chers amis, j'ai la très grande joie ce soir de vous accueillir au nom des Éveilleurs d'Espérance dans cette grande salle parisienne à l'ambiance que je qualifierais d'assez énigmatique, mais qui, en fin de compte, caractérise bien mai 68 par l'ambiance de légèreté et d'insouciance qui y règne avec les palmiers. Alors on nous suspecte ici d'organiser une réunion politique, mais en fait la seule élection que nous aurions pu organiser, c'est l'élection de Miss Palmeraie. Alors écoutez, malheureusement, nous n'organiserons pas cette élection ce soir, bien que Marion, Elisabeth ou Charlotte avaient toutes leurs chances. Et je ne vous interpréterai ni la danse des tongs, ni Bienvenue à Galasfinda des bronzés à la plage. Non, mais plus sérieusement, nous sommes très fiers car nous vivons ce soir l'aboutissement de plusieurs semaines de travail. Nous pourrions parler presque de gestation d'un projet écrit à deux mains. Nous savons bien qu'il est démodé aujourd'hui de parler d'altérité. Et pourtant, oui, chers amis, ce soir, nous célébrons la naissance d'un couple atypique et improbable, mais dont l'addition d'énergie et d'audace a permis l'organisation de cette belle soirée. Voici que les Éveilleurs d'Espérance et le magazine L'Incorrect ont revendiqué eux aussi leur droit à l'enfant. Alors une grossesse n'est jamais sans risque, et elle est même à l'origine parfois de quelques tensions dans un couple, mais l'enfant dont telle est la promesse apaise et console tout. Et chers amis de l'Incorrect, merci de votre contribution décisive et de votre confiance qui nous ont permis ensemble d'accoucher ce soir de ce bébé sublime dont la première nuit sera sans doute agitée et courte. Chers amis, pourquoi avoir voulu cette soirée? Parce que nous avons, nous, notre génération, une revanche à prendre sur tous ceux qui ont, en un tout petit demi-siècle, brisé l'ensemble de nos attachements vitaux à l'ensemble d'un marché planétaire sans frontières et d'un homme désaffilié, désexué, nomade. Et si nous n'agissons pas demain, nos intelligences auront définitivement cessé de se cultiver et nos cœurs de battre. Nous n'aurons plus de patrie, nous n'aurons plus de culture, nous n'aurons plus de famille, nous n'aurons plus de parents ni de frères et sœurs, nous n'aurons même plus d'enfants, car ils auront pris jusqu'à notre lit conjugal. Quel malheur! Ils nous auront tout pris de notre descendance jusqu'à notre ascendance. De notre descendance jusqu'à notre ascendance. Alors que nous reste-t-il? Il nous reste la terre charnelle, qui elle ne ment pas et qui nous rappelle à une prophétie plus haute, celle du réel, la promesse d'un avenir qui dépasse nos projections, d'une fécondité qui échappe même à notre volonté.
Il nous reste aussi des esprits libres. Et au nom des éveilleurs d'espérance, je veux remercier pour leur présence et leur engagement ici ce soir Jean Sévilla, Elisabeth Lévy, Gérard Leclerc, Marion Maréchal, Charlotte Dornelas et Jacques de Guilbon, qui avec beaucoup d'autres, dont certains nous font l'honneur d'être là ce soir, nous permettent d'affirmer à la suite de Georges Bernados qu'ils ne nous auront pas, ils ne nous auront pas vivants. Les éveilleurs d'espérance, avec leurs petits moyens devenus ambitieux, mais avec leur grande audace, ont une aspiration: devenir un laboratoire de la reconstruction, en se formant sur des thèmes culturels, économiques, historiques ou politiques au cœur de l'actualité, mais aussi en proposant des moyens d'action et d'engagement concrets au service de la cité et du bien commun. Depuis 3 ans, nous avons reçu d'immenses personnalités, vous les avez peut-être aperçues au début de cette soirée, mais aussi des petits héros discrets du quotidien. Ils ont en commun et au cœur l'amour de la France, mais aussi le désir de servir. C'est idiot, mais nous ne voulons pas mourir, et nous croyons que la vie, comme l'histoire de France, commence toujours aujourd'hui. Non, ils ne nous auront pas vivants. Très belle soirée à tous. Alors, nous allons accueillir nos invités. Journaliste autant appréciée pour ses coups de gueule que pour sa liberté de ton, elle est directrice de la rédaction de Causeur. Mesdames, Messieurs, Elisabeth Lévy. Témoin précieux de son époque, journaliste et intellectuel engagé, il vient de publier Sous les pavés l'esprit, un essai sur mai 68, Gérard Leclerc. Journaliste, essayiste, historien, il est l'auteur de nombreux livres à succès comme Historiquement correct ou Histoire passionnée de la France, Jean Sévilla. Et cette table ronde sera animée par Pierre Nicolas des Éveilleurs d'Espérance. Voilà. Alors après ce beau documentaire, j'ai tout simplement envie de vous demander à chacun d'entre vous ce que vous retenez un peu des événements de 68, et je vais évidemment commencer par la femme du plateau, qui est Miss Palmeret. Elisabeth Lévy, vous n'étiez pas très vieille en mai 68. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes. J'ai un souvenir quand même de 68, puisque c'est l'année où ma famille est arrivée à Paris. Moi, je suis née à Marseille, mes parents étudiaient à Montpellier. Et après leurs études, ils sont venus à Paris, ou plus exactement à Épinay-sur-Seine. Et je me rappelle, donc j'avais 4 ans, et je me rappelle qu'on criait à la Sorbonne. Tout le monde criait à la Sorbonne. Et alors, moi, je criais aussi à la Sorbonne. Et puis à la fin de la journée, j'ai demandé, au fait, ça veut dire quoi à la Sorbonne? Voilà, c'est mon seul souvenir de mai 68. Et je sais pas, non, j'ai pas de souvenir même de discussion. Mais voilà, c'est le seul que j'ai. Mais j'ai bien l'intention d'être la 68 de cette soirée et de ne pas vous laisser avec une vision aussi noire et monolithique. Voilà. Je ne doute pas que vous allez remplir votre rôle à merveille. Alors, cher Jean Sévilla, en 68, vous étiez adolescent, je pense. Quel souvenir avez-vous des manifestations? Est-ce que vous vous rappelez d'une anecdote particulière? Est-ce que vous aviez à l'époque perçu l'amplitude de cette crise étudiante? J'avais 15 ans, donc j'étais très jeune, mais quand même, j'ai quand même des événements, ce sont des événements que j'ai vécus, puisque j'ai fait 2 manifestations. C'était compliqué, il n'y avait pas de métro à l'époque, il fallait traverser Paris, il fallait prendre un camion militaire, c'était toute une histoire. J'étais dans une famille pas du tout politisée, qui ne tenait pas du tout à ce que je m'intéresse à la politique, c'était compliqué. Alors un jour, j'ai fait une grande manif de gauche. Je crois que c'était celle du 13 mai approximativement, c'était des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes. Je ne me suis pas vraiment senti chez moi. Puis un jour, je suis allé, on en a parlé dans le film tout à l'heure, à l'Étoile, je me suis senti plutôt chez moi. Voilà. Donc c'est ma naissance à la politique
Et pas à gauche. Oui. Désolé Elisabeth, j'ai jamais été de gauche. Voilà. C'est la soirée des scoops. Moi, c'est surtout quand je suis avec vous que je me sens de gauche. Gérard Leclerc, vous aviez 26 ans, je crois, en mai 68. Que faisiez-vous pendant les manifs, sous les pavés la plage ou sous les pavés l'esprit? Déjà sous les pavés l'esprit. Mais là, parce que moi, je suis un 68 art, Elisabeth, je suis désolé, mais un 68 art très particulier. Parce qu'un 68 art clavélien, qui lisait déjà à ce moment-là les éditoriaux de Maurice Clavel dans Combat et dans le Nouvel Observateur, et Clavel donnait de l'événement un sens tout à fait singulier. Très peu politique d'ailleurs, très peu même culturel au sens habituel du terme, un sens spirituel. Mais bon, indépendamment de Clavel, on en reparlera. J'étais partie prenante, j'étais dans les manifs. Bon, on a parlé des manifs devant l'Étoile. Là, tout à l'heure, j'étais parmi les organisateurs. Et on aurait pu prendre d'ailleurs une photo où les copains m'avaient porté sur les épaules, où j'haranguais la foule devant l'Arc de Triomphe. Donc 68 pour moi c'est très important parce que je ne serais pas là. S'il n'y avait pas eu 68, je ne serais pas là parce que je n'aurais pas eu cette vocation de journaliste, d'orateur, que sais-je. C'est 68 qui m'a propulsé en politique. Alors dans votre dernier ouvrage, que les gens vont se précipiter pour acheter à la librairie en bas, Sous les pavés d'esprit, vous marquez quand même une certaine sympathie pour ce mouvement, tout au moins en début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous plaisait dans cette effervescence et comment vous pourriez résumer en quelques mots le phénomène de mai 68 ? Moi, d'abord, j'étais étudiant à la Sorbonne. J'ai vu les prodromes de mai 68 avec l'agitation groupusculaire des trotskistes et des maoïstes, etc. Mais je ne me figurais pas que ça allait prendre cette ampleur. Parce que ce n'est pas quelques centaines de militants qui pouvaient déclencher 68. En fait, ils ont déclenché le mouvement de ce que Paul Lyonnais, que j'aimais beaucoup, appelait le peuple adolescent. Voilà. Et c'est ce qui a rempli le quartier latin et ce qui a changé d'ailleurs profondément la donne. Parce qu'effectivement, Krivine et les autres voulaient faire la révolution. Et d'ailleurs, certains en ont fait une dépression nerveuse parce que ça ne se passait pas selon le schéma 68 arts. Et j'ai bien connu Philippe Robrieux, qui était un excellent historien, mais qui est cadre du Parti communiste, qui avait abandonné le parti depuis plusieurs mois, qui était revenu pour militer au quartier latin, pour encadrer les manifs, mais ça ne marchait pas du tout, parce que sa culture léniniste, voire syndicale, ne mordait pas sur ce peuple adolescent. Et moi, je retrouvais des copains dans les folles nuits du quartier latin, qui étaient furieux, disant « on nous amène à la kermesse ». On nous emmène à la kermesse. Non, c'est pas 1917 qui se passe, c'est tout à fait autre chose. Donc, et alors, bon, ce serait trop long d'expliquer. En fait, moi, j'ai eu deux attitudes pendant 68. La première, c'était un réflexe, disons, anticommuniste. Est-ce que les communistes vont profiter de la situation ? Et deuxième réflexe, c'est de profiter du charivari ambiant pour me mêler à la contestation. Et moi, bon, j'étais royaliste à l'époque, je suis toujours d'ailleurs, et je me retrouvais dans des salles de lycée avec des agitateurs gauchistes et on me laissait parler librement. Et c'est là un des aspects sympathiques de 68, parce qu'on aurait pu croire au début qu'on était dans une rigidité idéologique totale. Or, je rencontrais des jeunes gauchistes qui avaient la passion de la discussion. Et avec les communistes, c'était très, très différent. C'était beaucoup plus dur. Ils n'admettaient aucune contestation. Le jour, je me souviens, dans un lycée proche de la gare du Nord qui était tenu par le parti, j'avais expliqué que le mouvement 68, c'était le monde entier qui était en cause, et notamment les pays communistes de l'époque, ils sont devenus fous furieux. Salauds, ils m'ont traité de salaud de tous les noms, disant parle-nous de Franco, j'avais rien à faire de Franco, mais ils n'admettaient pas que leur propre système soit mis en cause. Et c'est ça aussi un des aspects de 68, en fait, c'est qu'en 68, ce que Clavel avait parfaitement compris, c'est que en fait, c'était la fin d'une certaine culture marxiste, c'était la fin du Parti communiste, c'était un autre monde qui était en train de naître. Alors, c'est un débat, donc n'hésitez pas, Elisabeth, si des choses vous... Hein, là, ça va, là.
Dans le récit, il n'y a pas encore de contestation possible. Je vous avertis, sortez-vous libre d'intervenir. Jean Sévilla, vous parlez de mai 68 en parlant d'une idéologie du passé. Pourtant, quand même, les enfants de mai 68 sont encore très présents dans l'intelligentsia française. Est-ce que vous pouvez définir mai 68 et est-ce que vous pouvez mettre, en tant qu'historien, en perspective cette révolution étudiante avec l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a souvent, on confond deux choses, en fait. Mai 68, c'est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. Le point d'arrivée, et souvent on confond les effets du point d'arrivée et du point de départ. C'est un point d'arrivée dans la mesure où il s'est passé, ça a été un peu évoqué dans votre documentaire tout à l'heure, une grande révolution dans la société française. À la charnière des années 50 et 60, on passe d'une société rurale à une société industrielle et même post-industrielle. C'est une rupture religieuse, des christianisations qui commencent, le livre de Guillaume Cuchet qui fait grand débat, l'année 65. C'est un changement du statut de la femme, c'est la contraception, donc qui modifie toute une anthropologie. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, la date charnière, c'est pas 68, c'est 1965, c'est ce que retiennent les historiens. Voilà. 65, 67, oui, 67 là pour la pile, mais enfin bon, 65. Et arrive mai 68 qui est en fait la résultante déjà de ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion du nombre d'étudiants, on a démocratisé l'enseignement, il faut bien imaginer qu'il y avait 60 000 étudiants dans la France de 1950, on va passer à 600 000 si vous voulez. Donc les structures explosent. Et donc, il y a une autre, et puis il y a une modification, c'est la société de consommation, il y a des attentes de la société qui se modifient radicalement. Va arriver 68 proprement dit, 68, la crise, c'est trois mouvements. C'est un mouvement étudiant, qui est d'abord pris en main par l'extrême gauche, mais qui au départ n'est pas forcément l'extrême gauche. Il y a un mécontentement étudiant qui est lié au fait que l'université n'est pas adaptée aux nécessités de l'époque. C'est ensuite un mouvement social, puisque la CGT, le Parti communiste, va essayer de récupérer ce mouvement. Et puis, troisième mouvement, c'est une crise politique qui va se manifester par un vacillement de l'État et qui va finalement être récupérée par le régime va se rasseoir, les élections fin juin vont être victorieuses. Et donc, à la fin de mai 68, les conservateurs, la droite classique parlementaire se dit on a gagné, tout est rentré dans l'ordre. En réalité, rien n'est rentré dans l'ordre. Et tout a été changé. Et de ce point de vue-là, mai 68 est un vrai repère historique, mais c'est ce qui va se passer dans toute la décennie 70. Et mai 68 va entraîner toute la culture du gauchisme, toute la culture de la fin du Parti communiste. Gérard vient de le dire très très bien. Et de ce point de vue-là, Elisabeth, moi aussi, je trouve qu'il y a des très bons fruits de mai 68, c'est que mai 68, d'une certaine manière, a tué le Parti communiste. Et donc, devenant de la gauche, c'est-à-dire la gauche elle-même qui a contesté, et ensuite il y aura tout un mouvement d'intellectuels, les nouveaux philosophes, etc., de gens qui venaient de la gauche et même de l'extrême gauche, de gens qui se sont dit le totalitarisme est dans Marx. Il y a une gauche, voilà, et ce qui était nouveau. Hein. Et puis le gaullisme, en réalité, va pas résister. Et on va passer à autre chose. Le pompidouisme, c'est déjà plus le gaullisme, et la figure de Gaulle, symboliquement, va être tuée. Et aussi, alors c'est là où il y a une vraie révolution, parce que tout ce que portait le gaullisme, et je ne suis pas du tout un gaulliste ni primaire, ni secondaire, ni tertiaire d'ailleurs, mais enfin, l'idée d'indépendance nationale, l'idée de patrie, l'idée d'autorité de l'État, etc., vont partir en fumée avec l'époque des années 70-80. Et c'est donc tout un héritage qui va se retrouver en déshérence. Et de ce point de vue-là, 68 est quelque chose de très fondamentalement, qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la société française. Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire, en 68, les étudiants revendiquent le droit à une liberté parfaite, sans contrainte, l'objectif est de déconstruire les normes, de dissoudre le principe d'autorité. Est-ce qu'il y a eu des précédents dans l'histoire où l'histoire a démontré qu'au travers de révolutions ou de révoltes, il est possible de s'émanciper de manière durable en faisant table rase du passé en quelque sorte? L'idéologie libertaire qui fait un fond de sauce de mai 68, on la retrouve en 1848, on la retrouve sous la Commune de Paris, de ce point de vue-là, on la retrouve aussi chez les premiers bolcheviques, hein, je veux dire, avant que Lénine momifie son... il y a une aspiration libertaire chez les tout premiers communistes. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a un éternel idéologie qui dure. Voilà. Maintenant, mais on va peut-être en venir dans la suite du débat, là où il y a un grand basculement philosophique,
et sociologique qui est immense et qui marque toute l'histoire occidentale, parce qu'on parle de la France, mais ce n'est pas simplement franco-français, c'est que mai 68, ça inscrit dans la culture occidentale l'idée du basculement vers l'individualisme. Pour faire très très court, je fais simple, hein, mais je dirais qu'avant, on pensait que la société, que l'individu devait quelque chose à la société. Après la crise de 68 et toute la culture 70, on pense que c'est l'inverse, on pense que c'est l'individu qui est le roi et que c'est la société qui doit quelque chose à l'individu. Et l'individu devient la valeur référente. Et donc, ça induit beaucoup de choses parce qu'à partir du moment où l'individu est roi, eh bien, il n'y a pas de normes à lui imposer, il n'y a pas de normes, vraies normes, chacun se bâtit ses normes, construit ses normes, et ça va toucher donc la famille, l'école, l'entreprise, une époque l'armée, etc. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'éclatement des valeurs, et c'est toute la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire société? À partir de quelles valeurs communes peut-on rassembler une société aujourd'hui qui est extrêmement éclatée? C'est un des problèmes fondamentaux et qui est pour moi l'héritage le plus pernicieux de mai 68. Mais c'est un problème civilisationnel global qui dépasse la France. De même que les changements de civilisation se font très lentement, mais on ne les répare pas non plus rapidement. Donc il ne faut pas croire qu'on va sortir de la culture de mai 68 par un coup de baguette magique, uniquement par nos bonnes paroles ici ce soir. Alors, mai 68 est souvent décrit comme l'événement fondateur d'une société marquée depuis des siècles par l'autorité du père et qui a réussi à s'en débarrasser. Pour vous, Elisabeth, est-ce que la génération de 68 est parvenue à ébranler la figure du père et a-t-on gagné au change? Bon, évidemment, dit comme ça, la réponse est non. Je vous le dis tout de suite. Qu'on est mais d'accord. avant de vous répondre, je voudrais juste dire un mot quand même d'encouragement à l'incorrect, parce que je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui de créer un journal, et je ne sais pas où est Jacques, il doit être par là. Et en plus, on a les mêmes défauts, on procrastine, on est éparpillé. Jacques n'a pas de défaut. Jacques n'a pas de défaut, c'est vrai. Et donc, je voulais dire vraiment bravo pour cette aventure et vous prodiguer tous nos voeux au nom de la rédaction de Causeur. Voilà. Donc, et vous féliciter parce que c'est vraiment dur de faire un journal aujourd'hui. Voilà. Maintenant, d'abord, pour tout ce que vous avez dit, évidemment, je le partage en partie. Après, c'est l'appréciation qu'on en a. Mais mai 68, d'une certaine façon, c'est un phénomène démographique. C'est l'arrivée d'une génération extrêmement nombreuse à l'âge adulte, plus nombreuse que les autres. Et comme l'a très bien remarqué Paul Thibault dans un très bel article qu'il nous avait fait dans Causeur, c'est l'arrivée à l'âge adulte de la première génération qui n'a pas connu la guerre, qui a connu, effectivement, il y a les guerres coloniales, mais si vous voulez, ce n'est pas le même niveau de mobilisation de la nation. Et donc ça, je pense que ça définit beaucoup de choses. Pourquoi je le définis d'abord comme un phénomène démographique? Parce que ce qu'on appelle mai 68 ou l'héritage de mai 68 n'est pas l'héritage d'événements. Il est l'héritage d'une évolution de la société qui a effectivement commencé bien avant. Et du point de vue anthropologique, il me semble que la légalisation et puis l'accès à la contraception est bien plus, a fait une révolution bien plus profonde que beaucoup de choses qui se sont dites. En mai 68, c'est pas le happening, si vous voulez, même si le happening est resté un espèce d'étendard pour les gens qui y étaient, et après tout, on peut tout à fait le comprendre, c'est pas le happening qui a changé les choses. Et pour vous dire, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi il y a peut-être des choses à regretter de mai 68, je vais commencer par une image d'aujourd'hui. Xavier Hofer a rappelé, en rigolant, que ça avait commencé par une histoire de pouvoir aller dans les dortoirs des filles. Pendant la journée, hein, je vous rassure, tout ça était très convenable. Aujourd'hui, si vous voulez, quand je vois aujourd'hui, si vous voulez, un certain nombre d'organisations étudiantes, quand je vois la présidente de l'UNEF, qui a parfaitement le droit, comme on l'a répété, de porter son voile, il n'empêche que ce n'est pas un signe, c'est plutôt un signe, disons, de séparatisme sexuel. Quand je vois, si vous voulez, leur demande, même la demande du féminisme d'aujourd'hui, qui est extrêmement pudibond, qui demande que des sanctions, des contrôles, du flicage, je me dis, mais je regrette mai 68, oui, non mais et là je suis tout à fait sérieuse, le féminisme en fait, la
réalité, c'est que toutes les femmes le racontent dans tous les documentaires. En 68, en gros, elles étaient là pour faire la popote. Mais c'est quand même de là qu'est né un féminisme qui était peut-être foutraque avec ses excès, mais qui était quand même beaucoup plus rigolo que le féminisme d'aujourd'hui. Ça, c'est quand même une chose, me semble-t-il, qu'on peut regretter. Mais il me semble surtout, et là vous allez peut-être pas être d'accord, mais vous avez tort. Je vous le dis, il me semble que vous êtes tous des enfants de 68 et que vous êtes des enfants de cet individualisme en grande partie. Et que quand on dit, peut-être, moi je ne crois pas qu'il faille débrancher 68, mais je pense qu'évidemment, si vous voulez, c'est qu'il y avait dans ce mouvement et dans tout ce qui s'est passé dans ces années-là des éléments d'émancipation sur lesquels aucun d'entre nous ne pourrait revenir. On ne pourrait pas revenir dans des familles totalement verticales, on ne pourrait pas revenir encore moins de ça dans le mode de l'entreprise et même dans l'éducation, sujet qui nous est cher et sujet pour lequel, là je pense qu'on va être d'accord, 68 a eu des effets désastreux. Même ceux d'entre nous, si vous voulez, qui voudraient ce que nous appelons peut-être dans nos discussions une école à l'ancienne, ça ne serait pas l'école à l'ancienne, je pense, des années 50. Donc je crois que c'est un fantasme. C'est-à-dire, dans mai 68, il y a de l'émancipation et après, il y a une forme de parricide. Évidemment, le parricide, c'est comme 89 et 93. Je suis sûr que tout le monde n'aime pas 89 ici, mais tout le monde n'aime pas en tous les cas 93, c'est sûr, et moi non plus. Mais si vous voulez, dans l'émancipation, je ne crois pas, moi, que j'ai envie de rejeter tout ce qu'il y a. Et pourquoi je dis que vous êtes des enfants de cet individualisme-là, ça m'avait frappé, j'en avais parlé avec Marcel Gauchet pendant la manif pour tous. Et les catholiques aujourd'hui, si vous voulez, les catholiques les plus engagés, les veilleurs, les éveilleurs, je veux dire, etc., se comportent pas du tout comme des sujets de l'Église. Si vous voulez, on les voit d'ailleurs discuter, bien sûr. Je ne dis pas qu'ils demandent à renvoyer le pape, n'exagérons pas, mais on les voit quand même discuter des consignes de l'Église. Ils se comportent comme des citoyens de l'Église et ils ne sont pas contents de telle prise de position. Ils ne font pas forcément ce que disent leurs évêques ou ce que la manif pour tous a été un moment qui est beaucoup plus partie des paroisses et des familles que d'en haut, si vous voulez. Et donc, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a aussi... c'est peut-être pas bien, mais cet individualisme-là, finalement, nous en sommes tous plus ou moins aussi les bénéficiaires, et, enfin pas seulement les victimes, nous en sommes aussi les bénéficiaires, et ça me semble très important de le dire. Voilà, donc et ça me permet peut-être de dire une chose que j'avais envie de vous dire aussi très amicalement ce soir, parce que je vous entends dire que nous luttons contre une pensée unique, qui est de fer, etc. Là, les amis, il ne faut pas totalement charrier. C'est-à-dire, il faut prendre acte aussi du fait que les rapports de force idéologiques ont changé. On ne peut pas continuer à se battre, si vous voulez, contre une hégémonie qui est quand même très, très largement entamée. Enfin, moi, quand j'ai commencé comme journaliste, si vous voulez, il y avait une sorte d'unanimité, de consensus de faire dans les journaux. Quand j'allais dans les débats, en général, maintenant, je suis mainstream dans les débats. Donc, si vous voulez, c'était pas du tout comme ça il y a 15 ans, et je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que cette hégémonie est la même qu'il y a 10 ans, et peut-être ça pourrait être un sujet de discussion, mais j'espère, quoi qu'il en soit, que nous n'allons pas chercher à remplacer une hégémonie par une autre, parce que moi, je crois que, si vous voulez, moi, pendant des années, et c'est pour ça d'ailleurs que, en dehors de la responsabilité lourde que la gauche a dans un certain nombre de processus, mais pendant des années, je me suis battue contre cette bonne conscience de faire à gauche, si vous voulez, où tout ce qui n'était pas elle était vraiment considéré comme infréquentable, horrible, affreux, il n'y avait qu'une seule pensée possible, et évidemment, je ne voudrais pas que nous recommencions cela dans l'autre sens. Voilà. Est-ce que je peux... Oui. J'espère bien. Bien sûr que je peux, mais je voudrais embrayer quand même ce que vous dites, Elisabeth. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Enfin, Dieu merci. C'est évident, d'abord, l'histoire, on ne la refait jamais. Moi, je pense qu'il faut débrancher 68, mais débrancher 68, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la société des années 60 et des années 50. Ça n'est pas possible. On ne revient jamais en arrière. Voilà. Et de toute façon, il est évident que nous sommes tous, d'une certaine manière, et moi aussi, moi qui suis un vieux réac, de la vieille droite catho, je suis moi aussi à ma manière un enfant de mai 68. C'est évident que dans les familles, on ne vit plus comme on vivait il y a 50 ans et on ne reviendra pas comme ça. Voilà. Maintenant, il y a les limites aussi
de ce que vous dites, enfin pas de ce que vous dites en soi, mais du principe que vous affirmez. Quand on dit l'individualisme est bien en soi, oui et non. Je veux dire, en même temps, nous en mourons d'une certaine manière. Bon, alors moi, d'accord, je dis que, voilà, on a voulu, mai 68 a voulu enterrer, j'allais dire, la verticalité, pour faire court. On s'aperçoit qu'on a besoin de verticalité. On a besoin de verticalité dans l'État, on en a besoin à l'école, et on en a aussi besoin, d'une certaine manière, dans l'éducation. Mais vous ne la toléreriez plus dans un couple. Plus personne ne la tolérerait dans un couple, enfin très peu de gens. Ah bah pas chez moi, oui, parce que... Bah voilà, oui, bon, ça je m'en doute bien. mais donc, non mais, par exemple, simplement, si vous voulez, ce qui nous paraît aujourd'hui être une norme absolue, je ne pense pas que ce soit mai 68 en tant que tel, si vous voulez, qui nous l'ait apporté, mais l'égalité entre les hommes et les femmes nous paraît être, je pense, une norme. Et je dis d'ailleurs, je pense qu'il faut défendre la différence aujourd'hui qui, elle, est menacée. Mais... je veux dire, vous ne remettez certainement pas ça en cause. Donc il y a un certain nombre de verticalités. Je pense je que le sais bien. Oui, je sais, mais... Donc il y a un certain nombre de verticalités, si vous voulez, qui sont tout à fait légitimes et d'autres qui le sont moins. Donc je disais qu'il y a une part de l'individu en nous, si vous voulez, qui, je pense, a bénéficié de ces libertés, de cette émancipation. Et puis il y a aussi, ça je suis sûr que Gérard aura une réponse à ça, le fait qu'on se retrouve aussi aujourd'hui. Le truc, si vous voulez, c'est qu'en 68, il y a ou dans ces années-là, il y a des libertés à conquérir, effectivement. Aujourd'hui, on est plutôt confronté au problème de la liberté, si vous voulez. C'était une société très corsetée, hein, très, très napoléonienne pour beaucoup de choses, hein, c'est évident. Gérard Leclerc. Ça, moi, je suis aussi d'accord et pas d'accord. Mais il y a quand même pour moi un problème philosophique de fond. L'émancipation, par exemple, la pilule, etc., ça se traduit par ce que le professeur Chonu, à l'époque, appellera le changement des attitudes fondamentales devant la vie. Et qui aura ses marqueurs statistiques. D'un côté, le refus de l'engagement. Ça, c'est quand même un mauvais côté de l'individualisme. Le refus de l'engagement dans la durée. Et deuxièmement, la chute démographique de l'Europe. L'hiver démographique de l'Europe, qui aujourd'hui... Alors la France en est pas trop mal sortie jusqu'ici, mais quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, on se trouve devant un problème politique considérable. Et ce qui rend d'ailleurs encore plus tragique la question de migrations. Parce que quand Mme Merkel accueille 1 million de migrants, c'est pas seulement parce que c'est une bonne âme, mais c'est aussi parce qu'elle en a besoin pour son économie. Et ça aussi, c'est le fruit de cette évolution des mœurs, qui a aussi des aspects très graves du point de vue de la société. Autre aspect des choses, il y a, je dirais, quand même la dérive philosophique. La dérive philosophique, pour moi, c'est, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans le film, c'est l'Anti-Oedipe. Hein, ce livre écrit par Deleuze et Guattari en 72, qui va être la Bible des gens de libération, par exemple, qui est l'attaque même du noyau nucléaire de la société qui est la famille. Alors, évidemment, il y a une façon de défendre la famille un peu bête, etc., un peu beauf, etc., mais en même temps, la famille, c'est quand même terriblement important. C'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de respirer. Et puis le rapport fondamental, le premier rapport, comment dirais-je, fondamental de la politique, pour moi, c'est la famille. Alors c'est pour ça que, personnellement, je suis très éloigné de toutes les philosophies politiques modernes, parce que ce soit Rousseau, Hobbes et compagnie, c'est que, comment dirais-je, leurs sociétés sont des sociétés sans enfants, où le rapport fondamental de paternité n'est pas posé. Ça demanderait une explication philosophique un peu... Pardon ? De quelle société ? La philosophie moderne du contrat ne tient pas compte du rapport fondamental et de ce que Pierre Boutan appelait la naissance. Voilà. Et pour moi, c'est la naissance qui est le pivot même de toute société, de toute existence sociale. Par ailleurs, c'est là où je retrouve mon ami Clavel. Comment Clavel a considéré 68 ?
Clavel a considéré 68 comme une immense dépression sociale qui ressemble terriblement à la dépression qu'il avait vécue dans les années 60. Clavel, esprit extraordinairement brillant du Paris branché de l'époque, au milieu des années 60, il sombre dans une dépression nerveuse dont il n'arrive pas à sortir. Et puis il va avoir des psys, etc. Puis il y a un psy qui lui dit, Monsieur Clavel, je ne peux rien pour vous, vous allez voir un prêtre. Clavel est très surpris, il va voir un psy juif, celui-là ne va pas m'emmerder avec les curés. Le psy juif lui dit la même chose, Monsieur Clavel, je ne peux rien pour vous, il faut aller voir un prêtre. Et du coup, Clavel ira voir un grand spirituel de l'époque, le père Caffarel, il se convertira et il deviendra pratiquant de la messe quotidienne au moment où les paroissiens désertent en masse la messe hebdomadaire. Et Clavel, en fait, va vivre l'événement 68 à la façon dont il a vécu sa dépression personnelle. Pour lui, le 68, c'est une formidable dépression où tous les problèmes sont posés, où tous les dossiers sont ouverts. Le problème est de savoir ce qui va en sortir. Lui, il espère que va en sortir le meilleur et l'esprit, précisément. Une révolte, comment dirais-je, un sursaut vers l'esprit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il il est entouré par les plus gauchistes des gauchistes, les plus fous, les plus allumés. D'ailleurs, lui est un peu allumé aussi, heureusement. Hein. Mais ce que perçoit Clavel chez un certain nombre de ces garçons, c'est que leur extrémisme, en fait, ne peut pas se satisfaire de solutions, je dirais, primairement politiques. Ils attendent autre chose. Et il aura raison, par exemple, je pense à un Pierre Victor qui redeviendra Béni Lévy, hein, qui terminera dans une yeshiva à Jérusalem et qui, entre-temps, aura réussi ce prodige incroyable de convertir Sartre à Lévinas. Vous voyez ? Alors ça, c'était ce que... C'est quand même d'abord Sartre qui l'a converti à Mao. Hein. Oui, mais après, c'est lui qui a converti Sartre à Lévinas, ce qui est quand même un prodige extraordinaire. Or, c'était ça, le problème de Clavel, c'est que de cette formidable dépression sociale renaissent en fait l'esprit qui permettent de répondre aux attentes. Et à ces attentes, des réponses bêtement politiques ne peuvent rien. Alors, Elisabeth, je vous relance un petit peu sur ce sujet. On vous a déjà reçu dans le cadre des Éveilleurs d'Espérance. On a quand même quelques points fondamentaux sur 68. On parle de révolution sociétale, de jouir sans entrave, de liberté sexuelle, d'évolution des mœurs, etc. Et là, sur ces sujets-là, vous êtes 68ards, et d'ailleurs, vous le revendiquez quand même un peu. Mais pourtant, dans cette... 68ards, disons tant que ça concerne la liberté des adultes consentants. C'est-à-dire, quand on me dit... Quand des gens me disent « mais qu'est-ce que ça peut faire si nous on veut faire des enfants comme ça ?» Je dis « bah non, tu peux pas te préoccuper des impôts que je paye et puis dire que chacun fait des enfants comme il le veut dans une société et que ça ne concerne pas les autres, si vous voulez. » Donc, Mais c'est une des conséquences de 68, parce que justement cette liberté sexuelle, cette évolution des mœurs, aujourd'hui amène quand même à des sujets importants, la PMA, la GPA. C'est pas les conséquences de 68, même dans les pays où il n'y a pas eu 68, ça existe. En Inde, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu 68, si vous voulez, et vous avez aussi ce mouvement-là, je veux dire. Non, mais c'est un mouvement qui, je crois, n'est pas simplement lié à un événement, si vous voulez. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. Il faut parler comme les anglo-saxons des 60s. Oui. À ce moment-là, c'est les 60s qu'il faut... Donc c'est même pas une conséquence, c'est-à-dire c'est un moment où se cristallise un certain type d'aspiration. Si vous voulez, et encore une fois, je veux dire, la question, quelqu'un a parlé, vous avez parlé, je crois, je ne me rappelle plus de votre prénom, du droit d'inventaire tout à l'heure, mais il me semble, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, il y a des choses que je récuse, et là, vraiment, je pense qu'on peut parler de l'école, mais on pourrait aussi, disons, dire que d'une certaine forme de mondialisation démarre avec cette pensée-là, si vous voulez. Donc tout ça, on peut être d'accord. Mais oui, de fait, sur les mœurs, si vous voulez, je ne suis pas prête à vivre dans un monde sans contraception, non ? Oui. Et vraiment pas. Et pour expliquer, si vous voulez, qu'on peut mettre des limites, je trouve que c'est une révolution absolument positive d'avoir pu, en quelque sorte, déconnecter la sexualité de la reproduction, dans le sens où vous pouviez avoir sexualité sans reproduction. En revanche, l'étape d'après, qui consiste à avoir une reproduction sans sexualité, et dans le fond, en passant par-dessus la différence des sexes, qui était quand même le point de départ, me paraît être beaucoup plus, pas du tout une bonne chose. Mais je crois qu'on ne va pas continuer, si vous voulez, on ne peut pas continuer
plus de 50 ans après, à raccrocher tout ce qui nous arrive à mai 68. Non, C'est parce que vous avez fait... Ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'il me semble que dans la droite intellectuelle, mai 68, c'est le repoussoir. Mais ça me paraît être un peu exagéré de mettre autant de choses sur le dos de 68. Voilà. Non. Il y a quand même, Elisabeth, il y a quand même un problème philosophique, c'est ce que notre ami Jean-Pierre Le Goff appelle le gauchisme culturel. Bon, le gauchisme culturel, pour dire les choses rapidement, c'est qu'on est passé en fait de Marx et de Lénine à Wilhelm Reich et à Marcuse. Bon. Parlez dans le micro. Oh, pardon, Wilhelm Reich et Marcuse, qui sont les deux, à ce moment-là, en 68, oui, l'antipsychanalyse, etc. Mais, oui, mais alors le problème, c'est qu'avec ces deux personnages, on arrive à une déconstruction, en fait, non seulement du lien social, mais aussi de la construction éthique de l'individu. Et c'est un éclatement anthropologique dont les conséquences, pour moi, sont gravissimes. Aujourd'hui, où nous nous trouvons devant une révolution technique, celle du cyborg, celle du transhumanisme, etc. Et dès lors que nous avons perdu nos fondements philosophiques, nous n'avons plus de défense devant ces menaces considérables. Alors, la difficulté, c'est que toutes ces choses ont été quand même assez largement voulues par les peuples. Et quand on parle, par exemple, du néolibéralisme, qui serait aussi une des conséquences de 68, moi je dis toujours, d'accord, mais c'est pas simplement venu d'en haut parce que Reagan et Thatcher ont décidé un jour qu'il fallait faire comme ça, c'est parce qu'il y avait une demande des populations. Les gens voulaient acheter leur iPhone au prix du travail chinois et avoir leur usine évidemment en même temps, ça c'était pas possible. Mais, donc il y a aussi des demandes contradictoires des sociétés. Ce ne sont pas des événements qui ont été en quelque sorte imposés, ni même je crois, si vous voulez, je ne crois pas que ce soit le fruit d'une avant-garde militante. Non, c'est évident. Moi, d'ailleurs, j'avais commencé tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas confondre 68 et ce qui a précédé. C'est une résultante. Maintenant, les peuples n'ont pas toujours conscience de ce qui va être leur bien, si vous voulez. Je veux dire, c'est un vrai. Ça ne suffit pas à légitimer une demande populaire pour une certaine tendance, pour une certaine évolution. Le consentement Je ne voulais pas le légitimer, je voulais juste dire qu'on ne peut pas l'imputer. On ne peut pas l'imputer à la méchante gauche ou à des méchants pouvoirs. Voilà. Je suis d'accord. Mais enfin, les grandes évolutions de la société restent redevables d'un inventaire critique. Voilà. Et même si les gens ont consenti à, ils ont pu consentir quelque chose qui en réalité n'a pas servi le bien commun, il ne les a pas servi leur bien privé non plus. Simplement, il faut le temps qu'on s'aperçoive des conséquences. Juste pour quand même finir de répondre à votre question sur les mœurs, je crois quand même que le changement du féminisme, c'est très important, si vous voulez. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé du point de vue des mœurs autour de 68 et de ces années-là et qu'on est en train de perdre, si vous voulez. Quelque chose qui est en train de disparaître, parce que je crois que là, on est plutôt en train de vivre une régression de ce point de vue-là. Et vous savez, il y a un très beau poème de Vigny qui se termine par la femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome. Et en gros, les deux sexes partiront, les deux sexes mourront chacun de son côté. C'est ça qui est en train de se passer, si vous voulez. Et ça me semble pas du tout un héritage de 68, ça me semble plutôt être, par rapport à 68, même une régression mais c'est aussi la conséquence, cette déviation que tu déplores, on l'a vécu dans les campus américains. Et au lendemain de la révolution sexuelle, on est arrivé à un puritanisme complètement dingue. Hein, c'est peut-être l'excès qui a... Mais en même temps, c'est vrai que nous sommes en train de vivre une évolution qui va tout à fait dans le sens du puritanisme américain. Alors, Jean Sévilla, au-delà des slogans un peu romantiques, les conséquences culturelles de mai 68 sont quand même bien visibles dans la société. Démission des autorités éducatives, vous parliez de l'école tout à l'heure, Elisabeth, explosion de la violence à l'école, relativisme moral, religieux. Je vous donne la parole juste après, qui encourage d'ailleurs l'implantation de l'islam. Et finalement, est-ce que la question de l'école n'est pas la question centrale ? Elle est au centre, mais parce qu'elle est même le reflet de quelque chose. Je pense,
je reste, moi, sur mon idée de cette révolution individualiste. C'est-à-dire mai 68 a voulu brader l'héritage et même la notion d'héritier. C'est l'idée, je me crée moi-même, et je suis à une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité. C'est ça la pensée 68. Et je veux dire, on va voir brader la culture bourgeoise, on va donc aussi vouloir détruire le rapport maître-élève parce que c'est l'élève, c'est-à-dire l'enfant qui construit lui-même ses propres savoirs. C'est toute l'histoire du pédagogisme, etc. Mais tout ça, c'est lié à cette même anthropologie. C'est l'idée que, au fond, chacun se définit, se donne ses propres normes. Et je veux dire, s'il n'y a pas de normes objectives, alors entre les normes totalitaires où l'individu n'a pas l'espace pour respirer, ce que je refuse et qui d'ailleurs n'a jamais existé dans l'histoire de l'Occident, ça c'est un fantasme. Mais le moment où il n'y a plus de normes du tout, si vous voulez, c'est là où on est passé dans cette phase-là. On est en train d'y revenir, mais c'est très long, c'est très lent. Et je veux dire, et de ce point de vue-là, évidemment, malheureusement, l'éducation nationale est un grand conservatoire de la pensée 68. Parce que les fondamentaux restent pédagogiques, restent dans cette idée-là. On est l'idée qu'il faut d'abord, l'école est d'abord pour transmettre un savoir et qu'il y a forcément que toute transmission du savoir passe par un rapport hiérarchique entre celui qui sait et qui ne sait pas et qui doit apprendre, et que comme l'enfant n'est pas naturellement discipliné, bien ça suppose éventuellement de passer par des sanctions, ce que tout père ou mère de famille sait, eh bien, je veux dire, là, il y a une révolution culturelle fondamentale qui n'est pas faite dans la société française, qui n'est pas faite du tout dans l'éducation nationale, et qui, pour moi, qui conditionne totalement notre avenir. Et c'est pas simplement l'éducation au sens des savoirs, c'est tout un rapport à la culture, c'est un rapport au monde, c'est un rapport à notre histoire, c'est un rapport qui sommes-nous, est-ce que nous sommes des voyageurs sans bagages, est-ce que nos frontières avaient un sens ou pas, je veux dire, est-ce que tout homme est interchangeable, tout homme a une valeur identique pour moi, enfin en tant que chrétien c'est évident que tout homme a une valeur, mais je veux dire, un homme s'incarne dans une histoire, une civilisation, une nation. Est-ce que toutes les nations sont égales? Est-ce que toutes les civilisations sont égales? Est-ce qu'on peut arriver avec sa valise n'importe où en disant j'ai la même histoire que tout le monde? Je veux dire, tout ça, de ce point de vue-là, on est encore dans la culture 68, et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut débrancher de cette idée de rupture. En réalité, on ne construit rien avec la rupture. Dans toute l'histoire humaine, les civilisations, les sociétés n'ont jamais progressé par la rupture. Elles ont toujours progressé par la transmission, par la tradition. Tradition, ça veut dire tradere, transmettre en latin. Je veux dire, et il faut, moi, à mon avis, il faut rompre avec la rupture. Ça, Elisabeth, vous ça, partagez ça? Non, mais je vais être totalement d'accord. Et je crois que si on veut parler de génération 68, c'est sa grande responsabilité, si vous voulez, c'est la crise de la transmission. C'est-à-dire, pour ceux qui ont vraiment fait 68, ce sont des gens qui ont été formés dans les meilleures écoles et qui étaient les dépositaires d'une culture classique et qui ont accepté que les générations futures aillent à l'école que l'on connaît. Simplement, il y a deux choses à dire. La première, c'est que, il y a un problème qu'il y a eu à gérer l'école d'après 68, qui était la massification, c'est-à-dire le fait de devoir accueillir, et ça ne peut pas être considéré en soi, si vous voulez, comme un mal, simplement aussi effectivement très mal pris. Et je voudrais quand même justement revenir sur votre vision un peu monolithique, parce que vous avez l'air de dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, à l'école, il n'y a que des pédagogues partout, que c'est tous... En réalité, d'abord, il y a une génération de profs, de jeunes profs qui, au contraire, se bataillent au quotidien et dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles et qui, je pense, se révoltent contre un peu cette idée que les savoirs n'ont aucune importance, etc. Et par ailleurs, il me semble quand même, ça c'est au moins sur ce point-là, moi j'ai un peu vu, j'ai un peu regardé ce qu'ils font, honnêtement, je pense que le ministre actuel est plutôt conscient de la chose. Après, vous n'allez pas en un tournement, si vous voulez, remettre à niveau l'école. Et la question, si vous voulez, qui est aussi de la baisse du niveau général, est terrible, parce qu'en même temps, on se dit comment faire en sorte aujourd'hui pour revenir à une école où on pourra faire lire certains livres aux enfants. Ça, c'est pas si évident, parce que c'est cumulatif, la baisse du niveau. Et les écrans, c'est pas non plus une invention de la gauche, si vous voulez. Donc, mais en tous les cas, j'ai l'impression, moi, que le ministre actuel, il est assez
il est assez conscient de ça. Et cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question de la transmission. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, ça n'a été qu'hagiographie depuis 50 ans. Ça, c'est quand même, si vous voulez, il faut arrêter. Je veux dire, Régis Debray, il a écrit, au bout de 10 ans, il a écrit un bouquin dans lequel il commençait à dire le libéralisme, le libéralisme actuel échevelé est né de 68. Donc la critique, elle existe. On ne peut pas... Non ? C'est vrai. Je voudrais dire un dernier mot personnellement à cette question de paternité-transmission. Clavel rencontre en plein 68 dans les rues de Paris le cinéaste Alexandre Astruc. Et Astruc lui dit, les cons, vont dire que c'est la révolte contre le père. Et Astruc dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de révolte contre le père, c'est l'appel au père qui nous manque. Et je pense que c'est vrai en grande partie, parce que cette dépression morale s'explique par des pères qui sont paumés, en définitive, parce qu'ils viennent du monde d'avant, et le monde des Trente Glorieuses, etc., nous met dans un autre univers, et les idéologies d'autrefois sont caduques, notamment les idéologies, je dirais, sacrificielles. On se sacrifiait pour la patrie, on se sacrifiait pour la Révolution, on se sacrifiait pour ses enfants, etc. Or, ces idéologies sacrificielles, ça ne tient plus, parce que ça ne tient plus parce que l'époque n'est pas plus favorable à cela. Mais dès lors, c'est très difficile. Dans ses derniers livres, Jean-Pierre Le Goff met en cause ce qu'il appelle les curés guitares, dont il a la plus souveraine horreur, parce qu'il dit que les curés, pour être au diapason du peuple adolescent, vont jouer à l'adolescent. Et en fait ils vont rien gagner du tout. Et Le Goff explique que lui, les curés guitares ne lui ont rien apporté. Par contre, son prof de philo, qui était un type structuré, etc., exigeant, il lui a donné une culture qui a fait sa colonne vertébrale pour la vie. Donc, pour transmettre, il faut des pères qui veulent transmettre. Donc, il y a quand même certains constats qui sont partagés. Si on devait conclure ce débat, faut-il débrancher mai 68 pour aller au deuxième plateau, comment débrancher mai 68 Gérard Leclerc, est-ce que vous voulez débrancher mai 68 et qu'est-ce que vous voulez débrancher mai 68 en quelques mots et en guise de conclusion? Ce que je veux débrancher, c'est le nihilisme qui est né de 68, avec cette réserve fondamentale que, évidemment, 68 ne se résume pas à ce nihilisme. La preuve, c'est que j'en suis le fruit, moi. Toute ma vocation politique, journalistique, voire philosophique, est née de 68. Des questions qu'a posées 68. Et de ce point de vue-là, je suis reconnaissant. Mais par contre, il y a toute une idéologie, moi, que je trouve profondément débilitante, nihiliste. Alors là, vraiment, de ce nihilisme, je veux qu'on se débranche. Elisabeth, vous dites quand même 50 ans, ça suffit. Quand je dis 50 ans, ça suffit, c'est il y en a marre, si vous voulez, qu'il y en a marre d'en faire un enjeu aussi central. C'est ça que je veux dire. C'est quand même j'en le ai sujet marre de des notre soirée. commémorations, j'en ai D'ailleurs, il y a vraiment eu très peu de commémorations en réalité, parce que tout le monde en a ras-le-bol, et que finalement, ils ont pris 10 ans aussi, d'année en année, et que je ne sais pas pour la correcte, mais nous, honnêtement, on a renoncé à faire toute la une, on a fait un dossier mai 68, on a renoncé à faire la une totale sur mai 68, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ça ne leur parle plus du tout. Enfin, je veux dire, on parlait avec des gens de 25 ans aujourd'hui qui ne sont pas forcément très politisés. Oui, ils s'en mais foutent quand un même, peu. La donc, jeunesse de droite se construit aussi un peu contre 68. Sarkozy, en 2007, disait qu'il voulait débrancher 68. Donc c'est quand même un peu latent dans cette la jeunesse chose qui se sur construit. laquelle on peut être d'accord, c'est, si vous voulez, encore une fois, par exemple, la question de la place de la culture. Évidemment, je ne sais pas si c'est 68 et je ne sais pas si c'est le fait que vous ayez un tel accès à tout ou que. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, à mon avis, il est complètement différent. C'est l'immense souffrance de la liberté, justement. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui nous tient ensemble dans cet univers où nous avons tellement de droits, tellement de facultés, tellement de possibilités. Qu'est-ce qui fait de nous une société, une nation? Toutes ces questions, à mon avis, elles sont là pour le coup, elles doivent être posées et elles sont même impérieuses.
Mais je ne crois pas qu'on va aller chercher, si vous voulez, dans le pour ou contre mai 68 des réponses. Maintenant, ça y est, effectivement, on sait que cette question de l'école, je pense que là, il y a beaucoup de gens, et bien au-delà de la droite, il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont tout à fait d'accord. Vous pouvez dire la même chose sur les frontières. Quand vous faites un sondage aujourd'hui, il n'y a pas que, si vous voulez. Donc vous avez un certain nombre de ces libertés ou de ces illimitations qui devraient effectivement, je pense, qui devront être discutées bientôt. Et puis on va avoir les débats éthiques dont on n'a pas parlé ici, effectivement, c'est-à-dire la PMA, la GPA, tous ces trucs-là. On n'en a pas discuté. Je sais que pour vous, c'est un très gros enjeu. Moi, j'aurais tendance à dire... Civilisation. Oui, sans doute faut-il se battre, mais honnêtement, là je vous le dis, je ne veux pas vous désespérer, on peut toujours se battre, si vous voulez, pour maintenir la filiation telle que nous, la filiation telle que à l'ancienne, si on peut dire, mais ça va. Mais je crois qu'on va perdre un certain nombre de ces combats-là, donc il ne faut pas simplement se focaliser sur les combats qu'on va perdre. Voilà. Nous ne sommes pas encore morts. Et l'école, en revanche, c'est un combat qu'on peut gagner. Jean, en tant que sage, est-ce que, en guise de conclusion, quelles sont les raisons, je dirais, qui vous permettent de dire que l'idéologie de 68 Si vous permettez, je ne vais pas répondre à votre question parce que Gérard et Elisabeth m'ont répondu et je suis d'accord avec comme je n'aurai plus la parole après, je voudrais dire quelque chose qui n'a pas été dit ce soir, à mon avis, qui est assez important. Il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant dans mai 68, mais c'est factuel, mais c'est l'extrême fragilité de la société et de l'État à un moment donné. Et dans l'histoire de France, c'est récurrent. Toutes les 30 ans, 40 ans, 50 ans, on se paye une crise majeure où tout d'un coup, tout vacille. C'est une révolution, ça devient une révolte, voilà. Et en 68, il y avait une homogénéité de la société française, globalement. Et il y avait des différences idéologiques qui étaient fortes, différences politiques fortes, mais avec une société qui restait quand même avec des fondamentaux qui étaient communs. Aujourd'hui, par rapport à une certaine évolution de la société française, je dis qu'il faut faire très attention à la prochaine crise parce que ça sera très dangereux. Voilà. Comme historien, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour ce débat. La suite avec le deuxième plateau. Chut.